On va donc entamer tout de suite la matinée, qui sera donc une matinée, on va dire, comme classiquement scientifique, entre guillemets. Voilà. Et donc je vais me permettre quelques mots d'introduction pour introduire ces problèmes. Alors c'est parfois un peu déroutant, mais enfin bon, je vais essayer de partir de la notion, d'une notion simple, enfin dite simple, qui est simplement la notion de modèle scientifique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un modèle scientifique? Un modèle, avant tout, c'est une représentation de la réalité, on est à peu près tous d'accord là-dessus. Je voudrais souligner en fait que le modèle ne correspond pas en fait au réel. Il y a une différence fondamentale entre les deux. En fait, si vous réfléchissez un peu, enfin, il me semble que le modèle, c'est réellement ce qu'on pourrait appeler le réel scientifique. Et l'activité scientifique, fondamentalement, est une manipulation de modèles et non pas de choses réelles. Un exemple simple, la fameuse controverse maintes fois répétée, le modèle bien sûr géocentrique, le modèle héliocentrique. Vous connaissez la conférence, vous connaissez l'ambiguïté entre ces deux modèles. Si je vous demande qui a raison actuellement, vous aurez tendance, je pense, à me répondre tous. Et bien sûr, c'est le modèle héliocentrique qui est le bon, Copernic. Sauf que si je vous demande de quel côté le soleil se lève, vous allez me répondre à l'est. Et si je vous demande comment est-ce que vous cherchez une maison de campagne ou une villégiature, vous allez me dire je cherche une terrasse au sud. Autrement dit, vous êtes sur Terre et vous utilisez le modèle géocentrique, alors que vous venez de me dire que c'est le modèle héliocentrique qui est le bon. Alors bien sûr, si vous faites un voyage spatial, je vous conseille plutôt d'utiliser le modèle héliocentrique. Pourquoi finalement? Pourquoi? Parce que ça va simplifier énormément vos calculs. Et on peut modéliser, faire un calcul de voyage spatial en utilisant le modèle géocentrique. En général, on arrive à ce genre de situation. C'est catastrophique. Alors, la question qui a raison a-t-elle un sens? En fait, dans le cas de ces deux modèles-là, elle n'a pas vraiment de sens. Les deux ont raison. Et ce que je voudrais souligner par là, c'est simplement qu'effectivement, un modèle n'est jamais vrai dans l'absolu. Un modèle est toujours adapté à un certain contexte. Et il répond en fait à une question bien précise dans un contexte très particulier. Donc cette représentation, ce modèle comme représentation de la réalité, en fait, il dépend essentiellement de sa finalité de construction. Et donc, ça nous amène à une conclusion qui est une vérité scientifique n'est pas une vérité en soi, mais une vérité opérationnelle. Beaucoup plus qu'une vérité. Alors, la science produit énormément de modèles. Il faut souvent choisir entre ces modèles. Il y a donc des critères qui sont proposés pour choisir entre les différents modèles. Les plus courants, c'est bien sûr le choix modèle scientifique, modèle non scientifique. Ça, c'est le principe de réfutabilité, le fameux critère de Popper. Et puis, entre différents modèles qui paraissent aussi bons l'un que l'autre, on va dire qu'en général, on fait le choix en utilisant le principe de parcimonie, c'est-à-dire en essayant d'avoir le moins de paramètres possible. Finalement, donc, cette activité de construction de modèles, dont Isomov disait que c'était la phase la plus excitante de la science, je pense qu'en fait, c'est l'essentiel du travail scientifique. Et qu'effectivement, nous construisons sans arrêt, en tant que scientifiques, des représentations, alors je n'ai pas trouvé vraiment de terme, donc je risque un néologisme, on va dire des représentations prédisantes de la nature, autrement dit, qui sont capables de faire des prédictions à propos des systèmes réels que nous modélisons. C'est une notion importante et on aura peut-être l'occasion de revenir dessus dans le courant de la matinée. Alors, on va revenir un peu sur Terre et essayer de modéliser simplement, faire une modélisation simple d'une classe, par exemple, puisque nous sommes tous enseignants. Très souvent, vous entendrez dans un conseil de classe ou dans un jury, c'est une bonne classe ou c'est un bon amphi, il a une moyenne de 12,73 sur 20. Qu'est-ce qu'on fait quand on dit qu'effectivement, on prend une moyenne de 12,73 sur 20? Eh bien, on modélise finalement le comportement de notre ensemble d'élèves par un élève moyen qui serait fiché à 12,73. Un mode de pensée donc simplificateur qui a toujours été employé en fait dans le domaine scientifique. Remarquez au passage qu'ici j'utilise une notion statistique et donc je me conforme parfaitement au complément de programme, puisque le thème de convergence numéro 1 annoncé dans les programmes de collège et de lycée, c'est de mettre en évidence l'importance du mode de pensée statistique dans le regard scientifique sur le monde. Alors vu que je suis scientifique, je dois avoir un regard scientifique et donc je me dois d'utiliser les statistiques. Mais
Mais si j'utilise ce genre de regard sur ce tableau, j'obtiens ça. Autrement dit, finalement, ce mode de pensée simplificateur peut être effectivement relativement utile, mais il est surtout, très souvent, simplificateur à l'excès. Ici, je perds carrément le sujet. Donc je perds complètement l'objet qui m'intéresse. Hein, la photo de droite, hein, pour vous préciser, la photo de droite, en fait, représente, est une photo qui représente l'ensemble des pixels de ce tableau, donc de Vermeer, par le pixel moyen. C'est exactement ce qu'on fait quand on représente une classe, en disant c'est une bonne classe parce qu'elle est de moyenne de 12,5. On peut multiplier les unités statistiques, on obtient le même genre de choses, de simplification outrancière. Alors c'est très célèbre, hein, ce sont des jeux de données qui ont été mis au point par un monsieur qui s'appelle M. Anscombe. Et tous ces jeux de données qui sont extrêmement différents les uns des autres ont en fait tous les mêmes paramètres statistiques, tous la même moyenne, tous la même variance. Hein, et la corrélation entre les deux jeux de données est à chaque fois la même. Pourtant, ces jeux de données n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres. Où est-ce que je veux en venir? Si je me reviens un peu à la biologie, lorsque j'ai une population, par exemple des Escherichia coli, qui exprime en l'occurrence deux gènes rapporteurs, hein, l'un codant pour la GFP, l'autre pour une protéine fluorescente rouge, je peux voir effectivement ici ma population qui exprime une certaine diversité. Sauf que, en général, quand j'analyse le comportement d'une population, en particulier d'une population de cellules en biologie cellulaire, eh bien, très souvent, je me fie à une moyenne. J'estime l'expression de la population. Autrement dit, je fais exactement ce que je viens de faire avec la tableau de Vermeer. Je masque complètement la diversité. Et c'est là-dessus que je vais construire mes modèles de fonctionnement du vivant. Donc ça pose quand même un léger problème, ce masquage, hein, de la diversité initiale. Autrement dit, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, la science construit des représentations prédisantes, comme je le disais, de la nature, mais comment se déroule-t-elle avec la variabilité? Et ça, c'est un problème absolument capital. En fait, ce qu'il me semble, c'est que derrière ces représentations simplificatrices, hein, que l'on veut faire quand on est scientifique, se cache toujours derrière un fond qui est un fond de modèle déterministe, absolument déterministe. Alors, pour simplifier, parce que là je ne vais pas... Mais grosso modo, modèle déterministe, c'est un modèle qui affirme tout effet a une cause, et le lien entre la cause et l'effet peut être décrit par une loi. Éventuellement une loi statistique, mais toujours une loi. La conséquence de ça, c'est quoi? C'est que, eh bien, connaissant l'état initial et la loi, je peux prévoir l'état final, je peux prévoir, c'est bien ce que je fais avec mes modèles scientifiques. Il y a des problèmes qui se greffent là-dessus, hein, le problème du libre arbitre en particulier en est un. Et puis surtout, dans cette vision, eh bien, toute variation par rapport au résultat de la loi, toute la variabilité finalement, est considérée comme un bruit, au sens négatif du terme. C'est une altération du signal que je veux modéliser. Et c'est là qu'est un point absolument problématique. Alors, cette vision totalement déterministe, historiquement, c'est celle qui a été effectivement toujours appliquée, et c'est celle qui a permis effectivement d'établir des lois. Alors bon, les lois de Claude Bernard en physiologie, qui peuvent même avoir des implications, des modélisations robotiques actuellement, hein, ou voir les lois qui régissent, entre guillemets, la transduction cellulaire. En l'occurrence ici, vous avez différents parcours de transduction, hein, qui sont évoqués par ce schéma. Ce sont des lois mécanistiques, totalement mécanistiques. Et en fait, ces lois mécanistiques totalement déterministes ont un gros problème, c'est qu'elles peuvent même aboutir à la création de dogmes. Ce qui est quand même, il faut bien l'avouer, en tant que scientifique, quelque chose qui devrait nous poser des questions. Ce dogme, il est fondé sur quoi? Il est fondé sur une conception complètement mécanistique de la biologie, centrée sur la notion d'information génétique. Et c'est le dogme fondamental sur lequel, en fait, la plupart des modèles biologiques qui sont proposés actuellement fonctionnent. Sauf que, effectivement, il y a des données qui sont un peu surprenantes par rapport à cela. Et l'illustration que je vous proposais tout à l'heure, cette couverture de Science, est en fait obtenue à partir d'une population qui est une population clonale de Escherichia coli. Donc, même contexte génétique. Les deux gènes rapporteurs sont sous contrôle de promoteurs identiques. Le contexte d'expression est le même. Ils sont intégrés dans des sites qui sont complètement symétriques par rapport à l'origine de réplication, donc ils sont dans des conditions d'expression les plus identiques possibles du point de vue de ce qu'on considère comme être le plus informatif en biologie. Et pourtant, il suffit de regarder la population, la variabilité est là. Donc ça pose énormément de questions. Quelle question? La variabilité n'est-elle forcément qu'un bruit? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de considérer autrement cette variabilité qu'on observe en biologie? L'information n'est-elle que génétique?
Le modèle déterministe que l'on utilise jusqu'à présent en biologie, eh bien, est-il vraiment le plus pertinent que l'on puisse utiliser actuellement en biologie? Et d'autres modèles sont-ils possibles et comment pourraient-ils fonctionner? Faut-il aller au-delà du dogme, voire abandonner ce dogme? Alors je crois qu'on va avoir quelques éléments de réponse avec nos deux conférenciers de ce matin, que je remercie encore d'avoir bien voulu participer à cette journée, donc, qui seront donc successivement donc, Jean-Jacques Cupiec, qui est donc juste là devant, qui va nous faire une conférence donc, qu'il a intitulée Évolution des espèces et développement de l'individu, pendant laquelle je pense qu'il va nous parler donc, justement de l'approche qu'il a développée et qu'il a appelée donc l'autophylogénèse. Et puis notre deuxième conférencier donc, sera Andreas Spaldi, excusez-moi. J'ai toujours tendance à vous appeler Andreas, je pense que je ne dois pas être le seul. Et qui nous fera une conférence donc, qu'il a intitulée Quelle force pousse l'embryon à se développer, donc je pense dans laquelle il reviendra justement sur ces notions en particulier de variabilité. Voilà, je vous remercie et je passe tout de suite la parole donc, à notre premier conférencier, Jean-Jacques Cupiec.